Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Baptiste, écoute, je vais très bien, je suis ravi d'avoir ce petit échange avec toi. Moi, je suis d'autant plus ravi qu'on a mis un certain temps à le caler. Donc, c'est vraiment très chouette que tu sois sur le podcast aujourd'hui. Donc, Maxime, tu es le cofondateur d'une société qui s'appelle Naboo, qui est positionnée sur un sujet, j'allais dire en vogue, mais non, c'est un sujet qui est effectivement d'actualité parce qu'on en parle beaucoup, qui est le futur du travail. Et notamment, Naboo est connu, alors je vais présenter rapidement Naboo, mais je pense que tu le feras bien mieux que moi, comme la solution pour organiser ce qu'on appelle des off-sites en anglais. Alors le français, tu nous trouveras peut-être la bonne traduction, des mises au vert, des retraites en équipe. En tout cas, une solution à l'heure où effectivement le télétravail se développe de plus en plus pour retrouver son équipe dans un temps, j'allais dire concentré, mais en fait je sais pas, tu vas nous dire la durée moyenne des séjours sur ta plateforme. L'idée, c'est effectivement comment tu arrives à recréer du lien. J'imagine qu'il y a un aspect team building qu'on va voir ensemble. Il y a aussi, je pense, un aspect phase clé sur des projets ou voilà, des jalons un peu spécifiques. L'idée ensemble aujourd'hui, juste pour expliquer un petit peu je pense la thématique qu'on va explorer, c'est alors le futur de nos bureaux, nos futures façons de travailler et globalement ce que toi tu as appris en construisant ce produit. L'idée, comme à chaque fois dans Learning by Doing, c'est de partager des apprentissages terrain que nos invités ont eu et de voir effectivement dans nos contextes propres ce qu'on peut récupérer. Voilà. Donc encore une fois, bienvenue Maxime. Pour commencer, je vais te demander de compléter, d'amender, de revenir sur la présentation rapide que j'ai fait de toi. Je te passe la main et puis après on ira explorer ensemble le futur de la collaboration et comment Naboo peut nous aider là-dedans. Écoute, merci beaucoup, je trouve que tu as très bien présenté ce qu'on fait, donc ça c'est c'est chouette, j'ai pas grand chose à redire. Si je dois renforcer quelques points, c'est que en effet, on s'est aperçu que nos clients avaient de plus en plus de difficultés à la fois de rétention et d'engagement de leurs collaborateurs, que c'est une problématique qui est tournée essentiellement sur les managers aujourd'hui, puisque c'est eux qui à la fois le subissent et en sont acteurs sur leur manière d'engager leurs équipes et leur manière de fidéliser leurs talents. Et en fait, dans un monde où le remote a pris de la place et a priori n'est pas prêt d'en partir, d'après toutes les études qui sont menées, on se rend compte que oui, les managers doivent repenser l'expérience de collaboration hybride et de management hybride dans leur quotidien. Et on a vu l'explosion du recours à l'off-site, plus petit mais plus récurrent. C'est-à-dire pas le séminaire annuel, enfin ça existe encore bien sûr, hein, mais à 200 personnes, mais plus de partir avec son équipe de travail opérationnel, hein, donc 5, 10, 12, 15, même 20 personnes avec qui on travaille au quotidien pour travailler la cohésion, resserrer le lien, travailler le sentiment d'appartenance, juste aussi changer de cadre, se mettre au vert, mais en tout cas passer un moment qui a du sens ensemble, qui n'est pas virtuel, qui est vraiment physique pour le coup, dans un cadre qui favorise la collaboration, la cohésion et l'engagement des collaborateurs. Donc voilà, je ne vais pas inventer les bienfaits de l'offsite, mais en tout cas c'est ce qu'on a observé nous, et donc on s'est dit qu'il fallait une solution qui permette de le faire très simplement, très rapidement et de façon économique. Pourquoi ? Parce que les managers, ils n'ont pas le temps pour organiser des off-sites. Ils n'ont pas 2 jours à passer à trouver les bonnes dates, trouver le bon lieu, s'assurer qu'il y a du wifi sur place pour bosser, qu'il y a des espaces de travail, organiser des activités, s'occuper de la nourriture, bref, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et donc nous, on s'est dit, on va construire une plateforme, une techno qui permet de faire ça ultra simplement. Et qui équipe en fait les managers. On équipe les managers d'une solution qui leur permet d'organiser des off-sites super simplement et de façon super économique, puisque c'est à partir de 30 € par personne, tu vois. Ok, Donc à la place de faire un dîner d'équipe, tu peux choisir de faire un off-site avec ton équipe, ça te coûtera pas franchement plus cher. Voilà. super clair. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur comment vous avez construit et quels usages en fait vous servez, est-ce que tu peux nous donner quelques mots nous dire quelques mots sur ton background, comment vous avez construit cette équipe, parce que tu as plusieurs cofondateurs.
Oui, Vous êtes 3 ou 4, c'est ça? on est J'ai 4 cofondateurs. 4, OK. Ouais. Toi, ton parcours avant ça et puis comment ça s'est fait? Ouais, alors Comment mon ça s'est parcours, à construit? la base, moi je suis un ingé, donc rien à voir avec la sauce aujourd'hui, puisque aujourd'hui je suis commercial dans l'entreprise. Donc je suis ingé de formation. Ensuite, je fais du conseil en stratégie pendant 3 ans et demi chez Oliver Wyman. Je suis parti d'ailleurs, j'étais manager, donc j'avais la chance de manager des équipes de conseil, donc, ce qui n'a rien à voir avec du management dans un autre secteur que le conseil. Hein. Donc, en tout cas, je gérais des cas avec des équipes. J'ai fait ça, oui, pendant 3 ans et demi, puis je suis parti pour me mettre en indépendant pendant quelques temps, maîtriser un peu mieux mon emploi du temps, gérer mes priorités, passer plus de temps, investir plus sur ma vie personnelle. Et en fait, j'ai été rattrapé par le travail puisque ensuite j'ai pris la direction générale d'un groupe de transport qui était un de mes clients, où j'avais 700 collaborateurs, donc pas une petite aventure. Et j'ai fait ça là aussi pendant 3 ans. J'ai appris énormément de choses, beaucoup plus terrain, beaucoup plus pratique. Donc ça, c'était génial. Ça m'a donné une vraie expérience opérationnelle. Et puis j'ai quitté ça en 2021, juste après tous les confinements successifs. Donc quand on est vraiment sorti du Covid, en fait, donc en mai 2021. Et là, j'avais le souhait de partir sur une aventure entrepreneuriale que je crée ou co-crée sur des sujets du futur du travail, puisque c'est ce qui m'intéresse et me passionne, de voir comment le travail évolue et comment on s'adapte à ces nouveaux modes de collaboration et de vie, en fait. Donc c'est comme ça que moi j'en suis arrivé à créer Naboo. Et puis je me suis associé d'abord avec Antoine Servant, qui lui est aussi un ancien du cabinet Oliver Wyman. Il y a passé 8 ans, donc on se connaissait très bien. Et Antoine est quelqu'un d'extrêmement fort pour tout ce qui est process, gestion des process, mise en place des process, scalabilité d'une entreprise. Donc on a un super fit par rapport à ça. Et puis après, nous, comme on n'était pas des tech boys, on a dû s'associer avec deux personnes qui, pour le coup, eux, sont des vrais tech guys qui ont monté plusieurs entreprises. Donc Lucien et Jean-Louis, qui sont mes deux autres cofondateurs. Jean-Louis étant CTO et Lucien étant CPO, donc il est sur le produit et le marketing. Voilà. Donc on a vraiment une équipe composée de, on va dire, 2 consultants slash sales sur la partie vente et process opérationnel, et puis on a 2 autres sur la partie tech et produit. Voilà. OK, super clair. Merci beaucoup pour les explications. Alors, du coup, Naboo aujourd'hui, moi, de ce que j'en comprends, c'est un format marketplace. Donc, d'un côté, tu as des lieux que tu vas répertorier, et de l'autre côté, tu as des équipes à convaincre de rejoindre ces lieux. Comment vous avez construit ça? Est-ce que tu t'attaques déjà à référencer des lieux? Comment tu mets ça en place? Alors, Alors, c'est tout à fait un format marketplace. Donc ça, tu as complètement raison. On est dans une marketplace qui, à l'inverse d'un Uber, n'est pas dans une consommation instantanée, ou en Hmm. tout cas dans un matching instantané d'offres-demande. D'accord. Donc nous, on avait ce luxe de pouvoir se permettre de construire une offre avant d'aller chercher la demande, puisque l'enjeu dans une marketplace, c'est toujours l'équilibre offre-demande. D'accord. Mais nous, on pouvait amorcer l'offre euh, avant de construire la demande. D'accord. Donc on a commencé par ça, on a construit une collection d'à peu près 300 lieux et la technologie qui va avec, donc une technologie de réservation de lieux. Et on a fait ça, on va dire, jusqu'au mois de juillet de cette année, 2022. Ce qui nous a permis de lancer une pré-commercialisation en juillet et de lancer une vraie commercialisation en septembre. Donc c'est comme ça qu'on s'y est pris. On s'était dit que 300 lieux, c'était à peu près ce qu'il fallait pour que quand un client fasse une recherche, il ait minimum 3 propositions qui correspondent à ses critères. Parce que ça, en termes de marketing, c'est ce qui te permet de conduire, d'optimiser en tout cas la décision d'achat. Ok. Donc on a amorcé comme ça. Et du coup, les critères, alors moi je rentre tout de suite dans le détail, mais quand tu parlais à tes managers, enfin tes futurs clients, même en avance de phase, c'est quoi les principaux critères que tu dois remplir? Alors, et on les affine tous les jours, hein. Il faut savoir qu'en fonction des demandes de nos clients, on continue de comprendre et de s'améliorer. Mais ce qui est très très clair, c'est que, il faut auditer les conditions de travail. Ok, donc c'est Hmm. la fibre, s'assurer qu'elle passe et de partout, s'assurer qu'il y a un backup 4G si jamais c'est nécessaire que la fibre saute pour X ou Y raison. Et ça nous est déjà arrivé, un orage par exemple. Hmm. Donc voilà, donc la fibre avec un backup 4G, des espaces de travail, donc des bureaux, des chaises, des espaces collectifs, mais aussi la possibilité de s'isoler. Voilà, ça fait complètement partie de notre audit et c'est ce que nous demandent nos clients. Être ouvert pour autant. Être accessible en transport en commun, ça c'est vraiment hyper idéal pour nos clients. Et enfin, le critère qui ressort plus d'une fois sur deux, c'est être à moins d'une heure de Paris.
parce Ok. que l'essentiel de nos clients sont à Paris, mais disons, on peut dire moins d'une heure d'une métropole, et 90% du temps, moins de 2 heures d'une métropole. Donc en fait, on se rend compte que il faut, enfin, c'est un peu le mouton à 5 pattes, tu vois. C'est être Mhm. ouvert, être facilement accessible, être à moins d'une heure d'une métropole, avoir le Wi-Fi, avoir un backup 4G. Donc en fait, la recherche, elle est complexe si t'as pas une plateforme qui est spécialisée. Donc nous, on est Ouais. vraiment un spécialiste de ça. Voilà. Et tous nos lieux sont audités, tous nos lieux sont certifiés par notre équipe. Donc on investit un temps significatif sur le fait que les lieux qu'on référence, ils correspondent spécifiquement à ces critères. Donc quand un client cherche chez nous, il trouve, parce qu'en fait, on a déjà présélectionné les lieux pour lui en réalité. Ok, très clair. Et j'imagine que alors ces lieux existaient déjà, enfin, ou d'ailleurs, tu vas peut-être me dire, il y a peut-être des programmes immobiliers qui se lancent pour répondre à ce besoin-là spécifiquement, mais les lieux, vous les avez trouvés, c'est quoi? Ils étaient déjà présents sur des plateformes, on va dire, plus grand public de tourisme. C'était déjà des lieux de séminaires en partie. C'est quoi c'était quoi vos premiers viviers Oui, bah c'est une bonne question. Alors, on a un mix, parce qu'en réalité, on accompagne des équipes de 3 jusqu'à 40 personnes. Et en fait, en termes d'offres immobilières, c'est pas du tout les mêmes lieux pour du 20 à 40 que pour du 0 à 20. En fait, pour Ok, du 0 à 15-20, ça peut être des maisons de particuliers ou des manoirs de particuliers, des gîtes de particuliers qui sont également présents sur Airbnb parce que tu veux y réserver des vacances avec tes amis ou ta famille. Donc, c'est un format très particulier Airbnb. Donc ça, on est allé les chercher là où ils étaient. Le problème, c'est que c'est des fourre-tout maintenant, les plateformes B2C, donc Airbnb, Gîtes de France, Abritel, tout ça, c'est assez fourre-tout. Donc là, on a quand même un gros travail d'aller identifier les bons lieux et d'aller ouais, les certifier derrière. Et puis ensuite, tu as l'offre pro ou semi-pro, donc c'est le 20 à 40. Et là, c'est des lieux qui sont déjà à la base dédiés pour faire du séminaire, du mariage, en tout cas accueillir des plus grands groupes. Et donc là, c'est du semi-professionnel. Très souvent, tu peux avoir le petit déj inclus, le déj inclus, le dîner, etc. Tu as souvent des ok, activités, les autres sont sur place. C'est une offre semi-pro qui était déjà existante avant qu'on arrive et qui était juste sous-exploitée parce qu'en fait, c'est le problème quand il n'y a pas de marketplace ou quand il n'y a pas de pure player, c'est d'aller trouver individuellement ces gens-là. Donc eux, à la base, ils avaient leur site et puis leurs moyens réseaux sociaux. Et maintenant, grâce à nous, ils chopent beaucoup plus de réservations ouais. parce qu'ils sont plus visibles, voilà, tout simplement. Donc il y a vraiment deux types de lieux chez nous. Ok, d'accord. Et sur l'idée, alors peut-être un peu farfelu, parce que on sent que, enfin, on va reparler un peu du marché derrière, mais il y a clairement un avant, un après Covid là-dessus. Est-ce que tu vois des tendances plus immobilières de dire, bah, en fait, il y a des gens qui disent, bah, ok, c'est peut-être maintenant un bon investissement d'avoir, je sais pas, une maison de campagne où tu sais que quand t'es pas là, tu peux la louer sous cette manière-là, parce que ouais, j'imagine que vous faites plutôt des locations en semaine qu'en week-end, donc tu as aussi ce Exact. côté un peu yield management. Alors, Où tu as rentabilité tombe bien, quoi. totalement raison. Et en fait, on a été nous-mêmes surpris de voir à quel point les investisseurs immobiliers nous appellent. Parce qu'en fait, Ok. on résout un vrai problème de rendement de biens de campagne qui sont loués en moyenne 10 semaines par an. Un bien classique de campagne, hein, il est loué 10 semaines par an. Donc ça correspond grosso modo aux vacances scolaires qui sont louées à peu près à 70%, plus quelques week-ends dans l'année, ça te fait à peu près 10 semaines. Voilà. Donc 10 semaines, ça veut dire 20% de l'année, ça veut dire que tu payes à peu près ton crédit pour acheter le bien. Si tu veux faire un vrai rendement immobilier, il faut que tu arrives à louer plus que 10 semaines. Et donc pour ça, il faut louer hors vacances scolaires et il faut louer en semaine. Et en fait, nous, on arrive à ce moment-là. Et là, on arrive à doubler le rendement des propriétaires. C'est-à-dire que nous, on va leur chercher 10 semaines de plus dans l'année. Ça, c'est la promesse qu'on leur fait quand on les référence chez nous. Donc là, en termes de rendement, d'un coup, ça devient colossal. Donc évidemment, ça a fait réfléchir des investisseurs. Il y en a plein qui sont déjà mis sur le créneau. D'ailleurs, on a des concurrents qui se sont montés purement sur le même concept, mais en achetant les biens et en les D'accord. transformant. Donc ils ont Donc toute la chaîne. voilà, donc eux, c'est vraiment plutôt des investisseurs immobiliers, on va dire. Et puis, il y a tous ceux qui veulent investir ou qui veulent acheter des biens et qui sont en recherche de rendement, qui nous appellent même pour qu'on leur donne des chiffres pour leur dossier bancaire. Donc, tu Ok. vois, ça va jusque-là. Ouais. Hyper clair. Bon, là, on a fait un petit tour de la partie, on va dire, offre. Maintenant, sur la partie demande et plus marché, effectivement, contrairement à, c'est un super exemple, contrairement à Uber où bah, le marché t'a pas à l'éduquer, il y a des gens dans la rue le soir qui ont besoin de rentrer chez eux. Là, tu as des managers qui certes ont des sujets d'engagement de leurs équipes, de remotivation et qui se disent oh là là, on est tous à distance. Pour autant, le réflexe, enfin, tu vas me le confirmer ou m'infirmer, mais le réflexe de ok, je prends le temps, je monte, enfin, c'est quand même un sujet organisationnel au-delà de la logistique réservation, c'est de dire bah ok, dans mon organisation d'équipe, je sais que je peux insérer, insérer ça, je sais que l'organe me le permet, enfin la boîte pour laquelle je travaille me le permet. C'est quoi aujourd'hui, toi, les insights que tu as là-dessus? Alors, tu vois, il y a deux niveaux. Il y a vraiment le niveau réflexe managérial et après, il y a le niveau peut-être au niveau des.
alors, je sais pas si c'est DRH ou direction générale, de dire bah ouais, en fait, c'est une nouvelle modalité qu'il faut qu'on arrive à insérer dans notre façon de travailler, quoi. Ouais, alors il y a en effet plusieurs sujets là-dedans. D'abord sur le réflexe managérial, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai réflexe managérial sur l'aspect team building. L'aspect Ok. team building, il revêt plusieurs formes. Ok, ça peut être aller faire un escape game avec ton équipe, ça peut être prendre un apéro avec ton équipe, ça peut être justement faire un off-site avec ton équipe. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les managers ont un budget très souvent dédié pour du team building à l'année, qui est en général par collaborateur. Euh, Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils considèrent être des options pour utiliser ce budget. Donc nous, en fait, à ce niveau-là, on est entre guillemets en concurrence avec des escape games, avec des dîners au resto, avec des off-sites, tu vois, complètement autres, où tu restes dans Ouais. Paris, par exemple. Donc nous, on s'insère là-dedans, si tu veux. Donc ça, c'était déjà un budget qui était existant, donc c'est pas... Oui, je pense qu'il est accru avec la crise Covid, bien sûr. Et puis après, tu as des entreprises qui ont carrément ciblé l'off-site comme un team building spécifique, et certains managers ont des budgets off-site dédiés. Ok. Voilà, donc je dirais que d'un point de vue managérial, il y a ces deux aspects-là qui existent. Et d'un point de vue de direction, en fait, on se rend compte aujourd'hui que les entreprises les plus avancées en matière de futur du travail ont déjà attrapé le sujet off-site comme devant faire partie de la culture d'entreprise. Ok. Ces entreprises-là, elles nous appellent, en général, on est déjà en collaboration avec elles, et elles nous appellent pour intégrer une certaine forme de récurrence et bien cadrer le sujet avec leurs équipes. Et c'est elles qui sont force de proposition auprès des managers pour les équiper en fait d'un outil off-site pour l'intégrer véritablement à la culture de l'entreprise. Et donc là, en général, elles ont le budget qui est défini, la récurrence qui est définie, elles ont même tous les outils de survey des collaborateurs après des off-sites pour être sûr qu'elles atteignent leurs objectifs, donc de rétention, d'engagement, de sentiment d'appartenance. Voilà. Il y a Bon, là, vraiment tu fais. différents niveaux de maturité. J'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent là, qui commencent à avoir les yeux qui brillent en disant ah mais quelles sont ces boîtes? Est-ce que tu as une typologie? Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs types de structures que vous accompagnez. Tu saurais nous faire un petit, alors pas un ranking, mais une catégorisation des. Est-ce que, parce que dit comme ça, tu te dis bon, ok, c'est des jeunes structures en croissance forte, euh, j'allais dire les poches pleines. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, qu'ont de l'argent sur ces sujets-là, et un sujet spécifique, et qu'ont déjà conscience que, bah, en fait, oui, mobiliser, motiver, limiter le turnover, bah, en fait, ça a un coût. Donc, il faut qu'on le prenne en compte. Et surtout, de ne pas le faire, ça a un coût encore plus grand. Euh, J'ai fait une question très très longue, mais le sujet est assez simple, c'est de dire quels sont alors, tes clients, en tout cas tes cibles, en disant bah ok, on sait quand on commence à identifier des Ouais, types d'acteurs qui sont plus sensibles à ces sujets-là. super. Je vais répondre à tes deux points, parce qu'il y avait en Ouais. effet un point sur la segmentation et un point sur le coût de ne pas le faire. Donc, Mm. tu me permettras de saisir la balle au vol. Donc, sur la segmentation, alors, tout simplement, je vais te donner notre segmentation marketing à nous, parce que en fait, ça, elle reflète ce qu'on a observé sur le marché. Donc, d'abord, tu as, on va dire, l'écosystème le plus en avance sur la question et le plus enclin à passer à l'acte d'achat d'un point de vue marketing. Donc, ça, c'est la French Tech. Okay, donc ça, c'est les startups scale-up, licorne ou pas, de toute taille. Okay, il y a vraiment de toute taille. Et là, en fait, l'offsite est très souvent déjà intégré à la culture de l'entreprise. Donc, il y a zéro évangélisation de notre part à faire. Le budget est souvent identifié. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui dépensent le plus du tout. D'accord. En général, dans les startups scale-up, les budgets sont assez restreints, mais ils existent et ils veulent faire des offsites. D'accord. Donc, ça, c'est une segmentation chez nous. Ensuite, J'ai il y a une une deuxième. question là-dessus. Je Ouais, te vas-y, coupe deux je t'en secondes prie. parce que tu dis c'est ancré dans la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un manager, je sais pas, manager équipe produit, il sait que tous les mois et demi, 2 mois, 3 mois, il fait, je sais pas, sa revue de roadmap. Il prend tous ses PM, toute son équipe et ils vont en offsite pour faire ça. Ouais, alors là, tu es sur une fréquence qui correspond plus à une boîte full remote qu'à une boîte Ok, hybride, parce qu'il y a d'accord. une segmentation hybride full remote. Full remote, en général, on voit nos clients qui nous utilisent le plus, ils nous prennent tous les mois par équipe. Et en full remote, ceux qui nous utilisent peut-être un peu moins, ça doit être une fois par trimestre, en effet, où tu rassembles ton équipe pour faire... ce que tu viens de dire, c'est un exemple très concret qui nous arrive tout le temps. C'est vraiment le CPO, le Head of Product, qui rassemble ses PM et qui les amène justement pour parler roadmap et pour faire le point sur le trimestre écoulé, le trimestre qui arrive. Classique de ce qui se passe chez nous. Donc c'est exactement ce qui se passe. Okay, en général, Ok, ils ont le budget qui est déjà défini, la fréquence idéale qui est déjà définie, et les objectifs pour les offsites qui sont déjà définis. Okay, donc ça, c'est, on va dire, un niveau de maturité assez élevé sur ce secteur-là.
Ensuite, si je pars sur une segmentation auquel on ne pense pas forcément naturellement au début, mais il y a le consulting. Donc, les entreprises de conseil, les ESN, elles sont déjà dans une démarche de toute façon se déplacer pour aller voir les clients. Donc déjà, on va dire des personnes, des collaborateurs qui ont cette habitude de se déplacer, de bouger en équipe projet. Et donc là, on voit comment ils utilisent notre solution. C'est soit à l'approche d'une échéance très importante, ils partent 2 jours se mettre au vert pour préparer l'échéance à fond et être tous ensemble en mode commando dans un cadre qui est à la fois hyper épanouissant à titre personnel, mais qui permet aussi de travailler hyper efficacement en équipe. Donc ça, le commando de consulting, on l'a de plus en plus. Et tu as aussi l'exact opposé, c'est-à-dire on vient de livrer une mission hyper dure, on est tous rincés, on va se mettre au vert pendant 1 ou 2 jours pour se détendre, c'est un peu la récompense de fin de projet. Voilà. Donc ça, Ok. c'est le deuxième segment chez nous qui a la plus forte croissance aujourd'hui. Ensuite, tu as un troisième segment qui est les grands groupes, où en fait, là, tu as des budgets de team building qui sont alloués. Et c'est eux qui ont moins le réflexe de l'offsite, mais qui ont déjà le budget pour le faire. Et là, eux, en général, on est en concurrence avec du séminaire à la journée en ville, avec de l'escape game, ou avec d'autres initiatives que les managers peuvent lancer. Ça peut être, je dis n'importe quoi, on a vu de tout, mais aller voir un match de foot tous ensemble. Ça peut être, enfin, tu vois, il y a vraiment de tout. On est vraiment en concurrence avec tout le budget team building. Donc là, nous, notre intérêt, notre but maintenant, c'est d'aller leur montrer qu'avec le budget qu'ils ont, ils peuvent se payer un offsite. Et que Ok. donc, du coup, c'est intéressant pour eux. Parce que l'impact d'un offsite sur tes enjeux de rétention, tes enjeux d'engagement et sur le sentiment d'appartenance de tes collaborateurs, ils sont énormes en fait. La rentabilité d'un offsite, elle est énorme par rapport aux autres initiatives. Voilà. Comment tu mesures ça? C'est du Vu que pulse. tu dis elle. C'est-à-dire que Ok. là, il y a vraiment. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est que les managers qui nous écoutent, pensez à bien définir vos objectifs avant et pensez à les mesurer. Parce que c'est quand même une dépense, l'offsite, le team building, et il faut être sûr de savoir pourquoi on le fait. Mm. Et surtout, il faut être sûr de le faire progresser. Et je vois, on a des clients qui sont hyper professionnels là-dessus, qui nous envoient même les résultats de leur pulse pour être sûr que l'offsite est allé dans le bon sens, d'accord, qu'on a bien progressé dans ces objectifs-là. Donc, j'insiste sur le fait de bien T'as définir des ces exemples objectifs. d'objectifs, alors autant tu vois sur le CPO, CPM, je pense que ou la session de travail des consultants, c'est assez Ouais. clair. Sur ceux qui sont plus définis comme team building, fédérateur ou récompense fin de projet, Mm. tu as des exemples un peu enfin de pulse survey ou de métriques qui sont suivies? Oui, alors il y a les gros basiques qui est est-ce que vous avez pu travailler efficacement, est-ce que cet offsite, enfin est-ce que le lieu convenait à vos attentes. Donc ça, c'est les basiques qui sont pas orientés culture. Ensuite, tu as ceux qui sont orientés culture, c'est est-ce que vous vous sentez plus engagé dans votre travail ou dans votre équipe qu'avant? Est-ce que vous vous sentez mieux intégré? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez plus l'impression de contribuer à des objectifs collectifs versus individuels? Ça, c'est une question qui est posée régulièrement pour les sales. 4, est-ce que vous vous sentez mieux outillé et mieux accompagné pour mieux réaliser votre travail au quotidien? Ça, c'est des questions voilà, qu'on voit régulièrement arriver. Et puis après, tu as t'as des pulses encore plus directs où ils demandent est-ce que vous vous projetez à plus long terme qu'avant l'offsite dans l'entreprise? Ok, carrément. Ouais. D'accord. Donc Donc on ça, est. Ok. on l'a vu pas mal récemment. Là, on a des clients qui nous ont envoyé leurs résultats et la question était posée comme ça. Et je trouve que, bon, au moins, tu vois, au moins, tu as la réponse à ta question, quoi. Voilà. Ah ouais. Ouais, Donc t'as ça te un permet avant, un directement après, de quoi. mesurer l'offsite. Ouais, exactement. Ok. Donc j'invite à le faire hein, parce que franchement, je pense que ça permet aussi de donner un ROI en quelque sorte à son offsite et je pense que c'est important. Ok. Une question un peu alors plus sur le projet, où toi, ta vision du marché, depuis que vous êtes lancé, est-ce qu'il y a des trucs que tu vois se stabiliser? Alors, on sent qu'effectivement, le, le télétravail nous a apporté une flexibilité à tous sur laquelle on aurait du mal à revenir, je pense. Est-ce que dans les modalités alors du travail hybride, tu commences à avoir des trucs où tu dis, ok, là, ça, c'est stabilisé, on sait qu'on peut construire sur cette base-là la suite, ou tu penses qu'on est encore en train d'expérimenter pas mal de choses? Alors, je pense que on n'est pas encore en régime permanent, mais qu'on s'en rapproche. En tout cas, les tendances ont l'air de se stabiliser. C'est une discussion qu'on a très régulièrement avec d'autres entrepreneurs. On observe quand même que la constante, c'est qu'il y a au moins 1 ou 2 jours de télétravail libre pour les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on voit que ça a l'air de vraiment s'ancrer majoritairement. Alors attention, il y a des entreprises qui sont parties en full remote, elles restent en full remote, et il y a quelques entreprises
pour qui il y a zéro télétravail, et ces entreprises-là, elles restent en zéro télétravail. Mais ça forme, c'est un peu une gaussienne statistique, hein, c'est-à-dire que tu as les queues de la gaussienne. Une fois que tu les as enlevées, le cœur, c'est quand même d'avoir, on va dire, 2 à 3 jours de présentiel au bureau. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est ce que nous, on observe. Et j'ai lu le rapport Gallup là récemment. J'ai lu les tendances du travail hybride aussi qui est sorti la semaine dernière. Et c'est clairement ça qui est confirmé dans les chiffres. Donc j'ai l'impression qu'on peut capitaliser là-dessus. C'est-à-dire se dire que les gens sont en moyenne 3 à 4 jours au bureau par semaine. Voilà. Ok. Et tu disais, il y avait, alors je sais pas si tu as déjà répondu, il y avait une partie de ma question tout à l'heure qui était effectivement sur euh, tu vois, l'impact de l'off-site versus effectivement le coût des engagements, le coût du turnover dans les organisations. Est-ce que là-dessus, toi, t'as des billes justement pour. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de faire le lien. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, c'est pas forcément immédiat de faire le lien entre le fait de travailler l'engagement et effectivement, tu vois, il y a un peu ce côté vase communicant en investissement, quoi. T'as tendance à dire, bon, ok, j'ai du turnover dans ma boîte, faut que je recrute. Alors qu'en fait, bah, bon. Je pense que les bons commerciaux ont compris que ouvrir des nouveaux clients, c'était une solution, mais fidéliser ceux qui sont là, c'est aussi une très très bonne solution, moins coûteuse. Est-ce qu'on peut projeter ça tel que à l'expérience collaborateur? Bah, en fait, le calcul, il a été fait, il a été modélisé plusieurs fois. Mais ce qu'on observe de façon très pratico-pratique, quand tu as un départ dans ton entreprise non souhaité, parce qu'attention, il y a le turnover souhaité, c'est pas le sujet. Le turnover qui n'est pas souhaité, donc tu as un talent qui s'en va en réalité, ton talent s'en va. On observe que cette personne-là, il va coûter entre 6 et 12 mois à l'entreprise de salaire. Donc, c'est un mec qui coûte, admettons, 5 000 euros par mois à l'entreprise, ça va te coûter entre 30 et 60 000 euros son départ. Okay, donc pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir le temps, enfin, tu vas avoir les coûts de recrutement du nouveau, tu vas avoir les coûts de la formation, tu vas avoir tout le coût d'opportunité lié au fait que de toute façon, il sera pas aussi efficace que son prédécesseur pendant un certain temps. Donc, tu as un coût d'opportunité quand même. Donc, si tout ça a été modélisé, pas par moi, je te rassure. Hein, d'ailleurs, Gallup le fait très bien. Cette méthode démontre que ça te coûte entre 6 et 12 mois par départ. Donc, aujourd'hui, quand tu dis que tu as un turnover moyen, et ça c'est un chiffre de l'INSEE en France de 15%, essentiellement c'est du turnover non souhaité, hein, sur ce turnover-là, bah, en fait, si tu fais les calculs, si tu es une entreprise de 100 personnes et que tu en as 15 qui partent tous les ans, en réalité, ça va finir par te coûter à peu près un équivalent de 6 à 7 000 euros par salarié, si tu le ramènes à ton effectif global. Okay, donc en fait, ton turnover aujourd'hui, si tu le ramènes aux salariés, ça coûte à peu près un mois de salaire par salarié. Okay, donc si tu te dis qu'en fait, ce budget-là, tu peux le réinvestir pour aller chercher à faire de la rétention plutôt qu'à combler les pertes liées à ton turnover, bah, tu as quand Tu même peux un faire budget significatif. tu peux faire des chouettes off-site pour ce prix-là. Alors, évidemment, l'offset n'est qu'un contributeur, hein, on est clair là-dessus, hein, je prétends pas que ça change tout. Et d'ailleurs, les managers qui nous écoutent le savent très bien, il y a beaucoup d'autres drivers à la rétention, mais ce qui est clair, c'est que l'offsite, il contribue de façon significative. Voilà. Ok, hyper clair. Merci beaucoup pour cet éclairage chiffré. Et si Est-ce je que peux juste compléter ça, donc Vas-y. ça c'était le turnover, mais tu as aussi l'engagement qui est un sujet important. Et là, les chiffres récents de quiet quitting, hein, donc de démission silencieuse, sont assez éloquents en la matière. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a une part de plus en plus importante de la population qui n'est plus engagée dans son travail, en fait. Donc qui est là, mais sans être là. Et en fait, ça, l'incidence sur les performances, elle est colossale. Imaginez un collaborateur qui est là juste pour avoir son salaire à la fin du mois, qui fait ses heures, mais qui regarde surtout le temps passé, ou qui fait autre chose, qui regarde des articles. Et ça, c'est un collaborateur désengagé quand il est en télétravail, c'est encore pire. Donc, en fait, cette population-là, aujourd'hui, elle est estimée à pratiquement un collaborateur sur deux. Un Okay, donc, collaborateur sur deux? ouais, ça, c'est les dernières études C'est Gallup. fou. Et c'est ce qui nous a valu tous les derniers articles magnifiques dans la presse sur les Français sont des fainéants. C'est ces études-là. C'est-à-dire que c'est le taux de désengagement au travail, et tu as des populations qui sont encore plus touchées, et notamment les millennials et les Gen Z, qui sont déjà pas forcément les plus faciles à manager au quotidien. Donc le coût du désengagement aussi, il est énorme, et particulièrement sur des populations dont les performances sont directement liées à l'engagement, comme les sales. Donc je reviens encore une fois sur les sales, mais c'est une population très complexe en termes de turnover et en termes d'engagement. C'est hyper intéressant. Il y a un autre sujet lié alors je sais pas si au futur du travail, mais oui, effectivement, à l'organisation du travail en équipe, qui est celui du rôle des bureaux.
dans ce nouveau contexte qu'on est plus en hybride. Alors, on entend beaucoup et je pense que c'est une réalité, c'est de dire, bah, en fait, effectivement, est-ce qu'on repenserait pas nos bureaux pour se centrer sur bah, un mode hyper interaction, un mode très social. Euh, et du coup, effectivement, de dire, bah, en fait, quand on vient au bureau, c'est pas pour être sur Teams dans un petit phone booth toute la journée et voir personne. Est-ce que toi, tu as un regard là-dessus? Est-ce que tu vois comment ça s'articule avec ce que vous faites? Est-ce que tu dis, ben non, en fait, les bureaux, ça restera les bureaux. Et du coup, nous, on propose encore un truc nouveau. Euh, Tu vois, parce Alors moi, je, qu'effectivement, dans la partie offside, je vois bien le côté on s'aère, on est moins dérangé, en tout cas, on est entre nous et donc on construit l'équipe. Tu peux dire, bah, en fait, il y a une partie de ça qui pourrait avoir lieu sur site aussi, quoi. Ouais, tout à fait, et je le pense. C'est-à-dire que je pense que le bureau a un rôle critique à jouer dans l'organisation. Alors, encore une fois, j'enlève les entreprises full remote du spectre, ok, parce qu'elles sont tellement pensées différemment, elles ont tellement une culture et une organisation différente que je les enlève du spectre, ok. Maintenant, si je regarde les entreprises hybrides, le bureau a un rôle crucial à jouer. Parce qu'en fait, ça reste un lieu social. Ça reste un lieu où les gens se rencontrent, discutent, et font pas que travailler. Ils échangent. Il y a de l'informel. Il y a des choses, en fait, qui paraissent insignifiantes, mais qui le sont. On construit beaucoup au bureau. Donc en fait, je pense que le rôle du bureau, il est primordial dans l'organisation d'aujourd'hui et de demain, et qu'il faut simplement potentiellement le repenser. Parce que c'est vrai que quand tu as des effectifs qui sont 2 ou 3 jours par semaine, allez, entre 1 et 3 jours par semaine en télétravail, ben, le rôle du bureau est différent. Il est forcément là pour la rencontre et pour l'échange, en fait. En tout cas, de plus en plus pour ça. C'est-à-dire qu'on voit que les gens, quand on regarde les sondages, quand ils sont en télétravail, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très focalisés sur le travail de fond, sur le travail qui nécessite de la concentration et pas forcément de la collaboration. Le bureau devient un lieu de collaboration, un lieu social. Donc il faut repenser, je pense, les espaces de travail. Alors je ne suis pas du tout un expert en la matière, euh, Mm. mais je pense qu'il faut repenser les espaces collaboratifs, ça c'est clair. Ouais, et je pense qu'il y a un autre point. Nous, on l'a vu, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties là-dessus, et puis nous, on l'a vu en interrogeant les managers avec qui on travaille. C'est de dire, bah, en fait, le travail à distance, oui, on bosse mieux parce qu'on est moins dérangé, mais il y a un côté aussi où l'orga se resilote beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, tu bosses bien, mais qu'avec les gens qui sont enfin, proches de toi. Et du coup, effectivement, il est de dire, bah ouais, mais en fait, tout ce qu'on avait imaginé, je pense notamment aux grandes organisations qui avaient des grands plans de transfo sur effectivement avoir plus d'agilité, plus de transversalité dans les échanges, faire preuve aussi, tu vois, aller chercher de l'expertise à gauche à droite sans forcément connaître les gens a priori, bah ça a été un peu perdu. Et du coup, ce que je veux dire, c'est, enfin, je finis ma pensée, mais de me dire, bah en fait, je suis assez convaincu que le bureau, en fait, a un truc à jouer. Peut-être plus d'ailleurs que les offside, parce que les offside, tu les fais quand même avec des gens avec qui tu collabores. Je me vois mal faire un offside avec des gens avec qui j'ai jamais bossé, quoi. Il y a un côté, Ça serait rigolo. on va être sous le même toit un temps donné alors qu'on se connaît. Mais bon, ça peut être aussi un bon moyen de. Enfin, tu vois, si en démarrage de mission, par exemple, ça peut être intéressant aussi. Mais ouais, je pense qu'il y a ce truc-là aussi à prendre en compte. Yes, Ok. je suis d'accord. On passe sur la deuxième partie de l'interview sur laquelle moi je voulais t'interroger sur comment tu apprends et quels sont déjà les gros apprentissages que toi tu as fait. Alors sur ce projet ou d'autres, tu vois, c'est des trucs un peu parcours de vie, en tout cas parcours d'apprenant. Tu lances un projet depuis 1 an, j'imagine que vous êtes au four et au moulin toute la journée, tu as plein de trucs. Est-ce que toi tu as des expériences sur lesquelles tu voulais revenir, des facteurs clés de succès, des choses auxquelles, tu vois, quand je te parle de learning by doing, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ouais, bah déjà c'est un sujet qui est très important pour moi. Euh, C'est-à-dire que j'adore apprendre et ça me frustre de ne pas apprendre. C'est une composante extrêmement importante de ma vie et de mon travail. C'est-à-dire qu'un travail dans lequel j'apprends plus, je vais pas le garder longtemps. Donc ça c'est déjà un truc qui me caractérise beaucoup. Et quand on est entrepreneur, on passe notre temps à apprendre. Enfin, franchement, si tu m'avais dit que j'allais faire du marketing digital, du marketing d'acquisition, que j'allais revoir des maquettes produits, que j'allais regarder des roadmap tech, enfin, tu vois, j'étais tellement loin de tout ça. Je passe mon temps à apprendre, en fait. Et j'adore ça. Je trouve que c'est ultra stimulant. Et donc, mes sources d'apprentissage, bon, d'abord, il y a mes collègues.
Je pense que ce qui est capital quand tu es entrepreneur, c'est de t'entourer de personnes qui sont plus compétentes que toi et surtout compétentes différemment de toi. Et en l'occurrence, c'est mon cas. Et donc, j'apprends énormément, énormément, énormément par mes collègues. Donc ça, c'est ma première source d'apprentissage. La deuxième source, c'est que j'ai un coach, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai une coach, pardon, qui m'apprend des choses, en particulier en sales, parce que je n'étais pas un expert de la vente. Donc, j'ai quelqu'un qui m'accompagne toutes les semaines, où j'ai vraiment des séances de coaching d'1 heure et demie. Donc ça, c'est vraiment de l'apprentissage un peu plus classique au sens du learning, mais qui fonctionne très bien aussi et qui est, qui est vraiment chouette parce que au moins le créneau est dans l'agenda et tu es sûr que pendant 7 heures et demie, tu apprends. J'ai des devoirs à faire. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis après, il y a les formats plus soft que j'adore et particulièrement le podcast, c'est aussi comme ça qu'on se connaît. Hein. J'écoute énormément de podcasts, surtout quand je pars le week-end. En général, je m'évade au vert moi le week-end et c'est le moment où dans la voiture, je m'écoute beaucoup de podcasts et j'adore. Je trouve que c'est une source très 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 riche d'enseignement et d'ailleurs une sorte d'ancêtre du podcast. J'ai appris beaucoup de choses par les TED Talks. Alors je continue d'en regarder, d'en écouter ou d'en regarder, parce que vraiment cette source d'apprentissage inspirant par l'histoire des autres, je trouve ça fantastique. Voilà. Et puis bon, dernière chose, je lis à la fois la presse et des livres, et ça aussi c'est des belles sources d'enseignement. Donc je trouve ça assez chouette. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Si, ça répond carrément à ma question. Et juste peut-être retour d'expérience sur Naboo, là, ça fait quoi? 1 an et demi, 2 ans que vous êtes dessus? non, Un ça an et fait demi? 1 an, même Un pas an? 1 an. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc où tu dis, bon, là, il y a un avant, un après, on a vraiment soit craqué un truc, soit tu te dis, bon, ok, on était parti sur cette hypothèse, et là, on a un truc où on a appris, et ça a changé du tout au tout, une étape, un jalon Ah bah ouais, un peu alors, grand. mais en fait, ça m'arrive assez souvent, ouais, parce que j'ai l'impression, moi, très souvent, d'avoir des épiphanies, que d'un coup, les choses s'alignent et tu vois, après, je suis quelqu'un d'assez intense enfin, quand je m'implique, voilà, je suis quelqu'un d'assez intense en général. Mais oui, on a pivoté en fait avec Naboo au mois de mai. C'est-à-dire qu'on a même fait une levée de fonds sur une thèse qui est assez différente de ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que à l'origine, on pensait que le télétravail allait se généraliser encore plus et que les gens allaient en profiter pour s'évader des centres-villes et aller télétravailler avec leurs amis ou même leurs collègues, mais de façon Hmm. beaucoup plus autonome et individuelle. Et en fait, on s'est aperçu qu'on s'était complètement trompé et que le mouvement que c'était en train de provoquer, c'était d'aller se mettre au vert, oui, mais en équipe. Donc ça a été une grosse réalisation, un gros apprentissage. Et comment on a découvert ça? Parce qu'en fait, au début, tu sais, quand tu es entrepreneur et particulièrement quand tu pitches énormément pour lever des fonds et tout, donc tu es vachement convaincu de ce que tu fais. Mais à force de parler à des clients et te rendre compte que tu passes plus de temps à les convaincre de ton idée qu'à écouter ceux dont ils ont besoin, tu te prends une tarte. D'accord. Tu te prends une tarte et le moment où tu le réalises, et c'est pas forcément tout de suite, on a beau te le dire 10 fois, 15 fois, 20 fois, ça peut prendre du temps. D'accord. Et nous, comment est-ce qu'on a réalisé ce shift? Et je jure que c'est vrai, on est parti en Naboo. On est parti en off-site avec mes associés, on s'est dit qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne prend pas? Et cette prise de recul où tu es dans un cadre complètement différent et tu te dis, bon, factuellement, voilà ce qui se passe, il faut changer quelque chose, et ça nous est réellement arrivé. Voilà. Hyper clair. Et je souris, et ça s'entend pas derrière un micro, mais j'avais envie de te dire been there, done that, parce qu'effectivement, nous, sur Team Bakery, on a eu cette petite phase où, à force de pitcher, à force d'aller voir des clients, tu arrives à te convaincre que, effectivement, tu ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas compris que une box livrée tous les mois sur du management, c'est la solution. Et puis tu te dis, bah non, mais en fait, là, on va écouter les gens qui ont des sous et qui sont convaincus que le produit est bon, mais pas sous ce format-là, et on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc, je souriais parce que effectivement, c'est ce genre d'épiphanie, je pense qu'on les vit tous les gens qui, alors je sais pas si c'est entreprennent, mais en tout cas qui lancent des projets. Il y a des moments où effectivement tu dis, non mais tu te réveilles un matin, tu dis, mais on va faire autrement. Ok, hyper clair. Merci beaucoup du partage. Euh, dans ton apprentissage et ta veille permanente, est-ce qu'il y a un signal faible, un phénomène là que tu suis un peu plus en ce moment, alors lié à, je pense qu'on va rester quand même sur le domaine, j'allais dire, soit learning, soit effectivement futur du travail, un truc où tu dis, bon, ah tiens, là, il y a peut-être un truc, peut-être pas directement à ce que vous faites, avec ce que vous faites chez Naboo, où tu dis, bah, ah ouais, tiens, là, il y a un petit truc qui commence à un mouvement de fond à suivre, que tu n'aurais Question pas déjà ultra, évoqué. Ouais, que tu ouais, n'aurais pas question déjà ultra évoqué. difficile parce que pour être honnête,
j'avoue que je suis très mono-sujet. C'est-à-dire que nous, on est à Mm. fond là dans ce sujet de la gestion de l'hybride et particulièrement des problématiques des managers. Donc, je suis ça de très, 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 très près. Euh, Maintenant, est-ce que j'observe d'autres signaux faibles sur le marché? Honnêtement, là, ce que je garde vraiment, ce que je suis et ce sur quoi je me suis mis des erreurs de Google, c'est plus malheureusement le contexte de marché qui est en train de devenir très défavorable. Donc on voit qu'il y a une crise qui est en train de péter là. Et donc je suis en train de regarder ce qui se passe d'un point de vue RH. C'est-à-dire qu'on a Ok. vécu pendant quelques années sur un système un peu particulier où les talents avaient énormément le pouvoir sur les entreprises parce qu'il y avait une pénurie de talents sur le marché. Et la demande était beaucoup plus forte en termes de talents que l'offre disponible. Et donc les talents avaient le pouvoir. Et donc les talents ont beaucoup fait la loi entre guillemets sur le marché du travail au sens où ça a fait pas mal monter les salaires, ça a fait beaucoup monter les perks aussi, les avantages qui ont été confiés aux Ouais. salariés, ça a fait créer de nouveaux postes dans les entreprises de talent acquisition specialists, ça a créé vraiment des cellules de recrutement dans les entreprises. Il y a eu une vraie guerre des talents en fait là pendant des années avec une inflation très très forte sur les salaires et les avantages salariés. Et en fait, là, quand on voit que des belles entreprises comme Stripe, je vais même pas faire du name dropping, mais on voit qu'il y a des plans de réduction d'effectifs qui sont très importants. Et pas que dans la tech. Et donc ça, je le regarde. Je le regarde parce que je me dis, est-ce que la relation collaborateur-entreprise va rester la même? Mm. Est-ce qu'en fait, les talents vont rester ceux qui ont la main, en fait, sur le marché du travail? Et ça, je le regarde vraiment de près. C'est quelque chose qui je dirais pas que ça m'inquiète parce que voilà il faut accepter les cycles économiques et surtout se repenser et surtout s'adapter, mais je pense que ça peut créer des gros changements sur la Mm. relation employeur employé, voilà, et donc il faut être vigilant là-dessus. Ok. Donc une sorte de enfin, si je tire le trait, c'est une sorte de rééquilibrage euh, avec effectivement l'autre facteur externe qui était alors c'est toujours pareil. Tu interroges les gens sur les attentes de la jeune génération. Je pense qu'il y a aussi un moment où il y a la confrontation au marché où ça Ouais, peut aussi équilibrer les choses. Ok, ouais, tout hyper à fait. clair. Bah écoute, on réécoutera cet épisode dans 1 ou 2 ans et puis on se dira ah ouais, il avait raison. Euh, Hein. pour finir, je pose ces 2, 3 dernières questions à un petit peu tout le monde. Merci beaucoup déjà parce que jusque là c'est riche d'enseignements, donc merci beaucoup à toi. Est-ce qu'il y a une actu que tu veux partager sur, je sais pas, des événements que vous faites ou des nouveautés sur la plateforme que tu veux partager, alors sans faire une publicité ouverte pour Naboo, mais globalement, je pense que les gens ont compris ce que vous faites. Est-ce qu'il y a ouais, une actu que tu aurais à nous partager? Est-ce qu'on a une actu sur Naboo? Bah, écoute, très récemment, la dernière actu en date, c'est que notre plateforme, elle est en accès libre désormais. Donc, Ok, avant, on était comme tous les autres acteurs du marché, c'est-à-dire qu'on t'invitait à nous confier ton besoin par différents canaux et on te disait ce qu'on faisait, mais on te montrait pas. Désormais, ok, sur Naboo, c'est en accès libre. Vous pouvez aller voir la collection de lieux, la collection de services, vous pouvez voir tout ce qu'on d'accord. fait. Chaque semaine, il y a plus de lieux, enfin voilà, vous pouvez tout voir, les prix, les dispos. Donc ça, c'est une grosse actu Naboo. Donc, je vous invite à même si vous êtes curieux, à juste aller voir à quoi ça ressemble une expérience Naboo et ça reste de l'autopromotion ce que je viens de dire. Donc merci beaucoup pour cette opportunité. Les gens iront voir ça. Est-ce que si les gens ont envie de te contacter, c'est quoi le moyen le plus simple? Alors je suis très LinkedIn moi. C'est vraiment je Et m'exprime oui, on beaucoup sur n'en a pas LinkedIn. parlé. Tiens, on va faire une petite digression sur LinkedIn. Tu as l'air très LinkedIn et tu as l'air très très actif. Est-ce que tu as 1 ou 2 tips à partager? Alors, je pense que là, ça intéresse tout le monde. RH, manager, même moi, sur ta secret sauce LinkedIn, parce que je vois que j'ai ta page LinkedIn là ouverte. Plus de 16 000 abonnés et que t'as des scores pas possibles. Ton chien est très très présent aussi à tes côtés, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Donne-nous un c'est peu vrai. ta secret sauce LinkedIn. Alors ma secret sauce, j'ai la même que là récemment, il y a eu pas mal de posts sur craquer l'algo LinkedIn. Je sais pas si nos auditeurs ont vu ça, mais c'est de publier régulièrement, c'est de pas, enfin il y a plein de règles hein, sur le nombre de hashtags, le nombre de personnes que tu tags. Surtout, il y a une tonne de règles. Ok, ça vous les trouverez ultra facilement. Je dirais que moi, ce qui a fait que ça a marché, c'est une combinaison de un, être assez régulier sur un seul sujet, c'est-à-dire que je ne parle que de Hmm. future of work. Ça c'est, ouais, je suis assez strict sur ma ligne éditoriale. Et deux, c'est de publier énormément sur le ton de l'humour.
C'est-à-dire que je fais pas des choses très corporate. En général, j'essaie vraiment de mettre de l'humour dans tout ce que je fais. Je fais pas mal de vidéos avec mon chien. Enfin, on essaye d'être un peu décalé, de pas trop se prendre au sérieux avec notre équipe. C'est ça qui fonctionne bien chez nous. Mais surtout, je suis régulier. C'est un gros investissement LinkedIn. C'est 3 publications par semaine. C'est beaucoup engager son audience. C'est vraiment répondre aux commentaires qui sont laissés. Moi, c'est une grosse partie de mon travail. D'accord, je le vois vraiment comme un travail. C'est dans mon agenda tous les jours. C'est vraiment de la production de contenu qui, j'espère, est riche d'enseignements aussi pour ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent. Voilà, surtout si on a parlé du turnover, on a parlé de l'engagement, tout ce chiffrage, les incidences managériales, j'en parle énormément. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, enfin c'est ce qui a fait, je pense, que sur les 12 derniers mois, mon LinkedIn a pas mal fonctionné. Et il se trouve que c'est notre canal d'acquisition aujourd'hui principal chez Naboo. Donc j'ai investi du temps, mais il est rentable. Ok, hyper clair. Merci beaucoup de nous avoir partagé ces quelques conseils. Donc, on retient l'humour, la régularité. Alors, tout le monde va se mettre à faire des blagues tous les jours sur LinkedIn, c'est parfait. On mettra le lien vers ton profil en description de l'épisode si les gens veulent te joindre. Dernière question que je pose à l'ensemble des invités qui sont passés sur ce format, c'est est-ce que tu aurais une personne à nous recommander, une personne de ton réseau à nous recommander, qu'il faut absolument qu'on convie dans ce rendez-vous pour partager sur le futur du travail, le learning ou une expérience d'apprentissage qui serait intéressante à être mise en boîte. Franchement, j'en ai plein. Mais là, si je dois citer, non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent énormément sur ces sujets-là, donc j'en ai plein. D'ailleurs, je pourrais te les donner en off si tu veux, mais si je dois en citer Okay. une pour le podcast, je te conseille d'inviter Stéphanie Ricci. Elle Okay. était Head of Learning chez AXA Group jusqu'à il y a Ouais. pas très longtemps. Elle a aussi fait ça chez Kering de mémoire. Donc c'est une vraie sachante en la matière, très 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 portée sur le futur et l'innovation. C'est quelqu'un qui Okay. connaît l'écosystème par cœur et que je trouve extrêmement inspirant. Donc moi en tout cas j'ai beaucoup appris à ses côtés et je l'ai accompagné en tant que consultant sur la partie learning d'AXA. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée Okay. et je la trouve ultra pertinente, ultra ultra pertinente. Voilà. Donc n'hésite pas, Bah écoute, je te demanderai une petite intro après notre avec grand enregistrement. En tout cas, plaisir. c'est bien noté. Merci beaucoup, Maxime. On arrive déjà à la fin de cet épisode. C'était super riche. Merci d'avoir ouvert ton livre, en tout cas d'avoir ouvert un petit peu les coulisses de ce que vous faites. Et je pense c'est aussi riche d'enseignements sur comment on peut s'organiser en équipe pour pousser un peu les murs du bureau et effectivement, et de se dire, tiens, trouvons le bon contexte pour le bon objectif. Et on voit qu'effectivement, il y a des sujets sur le réengagement de l'équipe, il y a des sujets sur les phases clés des projets, que ce soit des modes commando ou des modes plus célébration. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais le Merci dire à une toi, dernière fois. c'était hyper chouette. C'était top. Il me reste à souhaiter une bonne fin de journée aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont suivis jusqu'ici et à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. Salut Maxime. Salut, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.